C'est quoi ton truc? Mon truc? C'est quoi ça? Novocaine. Le braquage du siècle, les gars. Le braquage du siècle, est-ce que ce serait celui de Francis Ngannou auprès du PFL? Car oui, monsieur Ngannou a fait un combat pour l'instant, payé entre 8, 10, 12 millions de dollars contre le terrifiant Renan Ferreira de son nom-prénom, et visiblement, il ne reste plus que quelques semaines de contrat à Francis Ngannou, contrat qui prendrait fin le 31 mars prochain, selon monsieur Nash, donc éminent journaliste qui s'occupe de tout ce qui est partie business, et on va dire que ça a été contredit timidement par le boss Don Davis du PFL, donc il a dit « No truth !» Fake news. Donc ce n'est pas vérité, fake news, fausse information. Francis, il reste au moins un combat à Francis Ngannou avec le PFL. J'ajoute aussi que Francis est un partenaire business longue durée en tant que patron du PFL Afrique. Mais vous allez voir que c'est, comme toujours, un peu plus compliqué que ça. C'est parti, générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code LASUR10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Monsieur Nash, dans son podcast, a expliqué qu'en gros, voilà, Francis, là, les termes actuels de son contrat prennent fin le 31 mars prochain, et ensuite il va suivre, donc c'était le contrat initial d'ailleurs de Francis avec le PFL, c'était deux combats seulement, et ensuite il va y avoir une période où le PFL peut égaler n'importe quelle offre venant de l'extérieur, et également une période d'exclusivité dans les négociations entre le PFL et Francis Ngannou, comme le fait par exemple l'UFC avec ses combattants. Donc bon, Steve Nash n'a pas tort, Don Davis n'a pas tort non plus, mais on peut voir que quand même le temps presse pour le PFL, sachant qu'on a un Francis, comme l'a dit Nash dans son podcast, qui voulait faire de la boxe. Il a pu faire de la boxe, mais également combattre en MMA, et le PFL a saisi cette opportunité-là, parce que sinon, ça aurait été très compliqué pour eux d'avoir Francis s'ils avaient voulu, on va dire, le contraindre, comme le faisait l'UFC, à exclusivement MMA. Mais et du coup, ça veut dire que le contrat qu'il a avec le PFL, c'est qu'il lui reste encore un combat. C'est-à-dire que quel que soit dans combien de temps il est le combat, il reste un combat. Selon les termes actuels du contrat, ce que je pense, moi, c'est que donc dans ce que dit Nash, sans rentrer dans les détails financiers, c'est peut-être que le contrat, c'était, je dis n'importe quoi, 10 millions par combat sur cette période allant jusqu'au 31 mars 2025. Et là, à passer cette période-là, on entre dans une nouvelle période de négociation. De toute façon, Francis ne peut aller nulle part s'il n'y a pas d'accord avec le PFL. Et qu'en gros, si Francis vient à combattre à nouveau avec le PFL, bah on sera peut-être pas sur ces montants-là. Ok. Eh ben effectivement, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. De toute façon, il a tout gagné. Quoi qu'il arrive, même à partir de quoi qu'il fasse maintenant, c'est bon. Il a fait de la boxe et il est déjà dizaine de millionnaires. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, lui, c'est fait. Et j'ai l'impression aussi que c'était peut-être parce que bon, Don Davis rentre pas dans le détail. Bah après, je sais pas à quel point de leur côté c'est leur volonté, mais que tout était déjà prévu parce que Francis, selon toute vraisemblance, son prochain combat sera en boxe et non en MMA. Donc quoi qu'il arrive, c'était prévu que selon les termes de ce contrat-là, il y ait un seul combat pour Francis. Il fait son combat en boxe peut-être contre Deontay Wilder, ensuite il revient au MMA, ce qui semble logique au regard de l'état du roster heavyweight du PFL. Et info importante, Russ, de la part de Nash aussi, où bon, on avait été médisant sur les chiffres du pay-per-view qui étaient de 10 000 pour Francis contre Renan Ferreira. Eh bien il se trouve que apparemment, donc le PFL aurait soit gagné de l'argent, soit été à l'équilibre sur l'événement Francis contre Renan Ferreira, parce que l'Arabie Saoudite aurait payé des sommes absolument monstrueuses pour accueillir l'événement. Waouh. Ah bah ouais. Bah au moins tant mieux pour le PFL. C'est sûr que c'est toujours bien. Putain, l'Arabie Saoudite, c'est vraiment un cheat code. Enfin, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe en général, c'est tellement un cheat code de l'argent, c'est n'importe quoi. Ah mais ça veut dire qu'ils ont payé entre 15 et 20 millions pour accueillir l'event. Waouh. Mais après, on rappelle, c'est toi qui rappelais ça la dernière fois, mais la raison pour laquelle ils font ça et qu'ils comptent, ils comptent, mais enfin ils sont généreux, dirons-nous, c'est que comme eux, tous les pays, donc l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, etc., comme ils veulent
développer leur tourisme à tout prix, et ben en fait, ils sont prêts à débloquer des sommes folles et sans aucun espoir de retour sur investissement ni de retour à l'équilibre. Et en gros, ça ne les gêne pas. Et c'est toi qui disais ça, mais en gros, s'ils arrivent à amener, je sais pas, enfin, il n'y a pas de nombre particulier, mais allez, pour l'exemple, 50 000 touristes par an en plus, si on prend par exemple le Qatar, au Qatar, avec un événement qu'ils ont payé 10 millions, bah en fait, ils sont contents, quoi. Enfin, prenez pas ces chiffres-là comme argent comptant, mais c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée de comment ils fonctionnent. Ils sont tellement prêts à tout pour booster le tourisme, ne serait-ce qu'un petit peu, qu'ils s'en battent complètement les couilles, pour l'instant en tout cas, de perdre des seaux et des piscines d'argent à la Picsou, quoi. À la Picsou, mais on verra ce qui se passe à l'avenir, mais à mon sens, ils n'ont pas complètement tort, parce que c'est vrai que là, c'est vraiment sur la durée. Quand on va en Arabie Saoudite, Rust a pu y aller, j'ai pu y aller également, Coco a pu y aller aussi. On voit qu'aujourd'hui, tout est en construction. On n'est pas du tout sur comme Dubaï ou Abu Dhabi, où ça y est, le produit est fini, prêt pour accueillir. Là, on voit qu'ils se projettent déjà sur les 10 prochaines années. Et quand on voit que, par exemple, pour le premier UFC Paris, qui était uniquement un Fight Night, et oui, c'était l'UFC, vous allez me dire, il y a 20 000 personnes à la Accor Arena, mais on parle pas non plus d'un événement à la Conor McGregor, où vraiment la le pays s'arrête, enfin, dans les gens qui sont intéressés évidemment par le sport, faut que j'arrête de m'enflammer, mais je veux dire, c'était quelque chose de mineur dans le calendrier de l'UFC. Eh bien, ça avait généré, selon l'UFC, 33,4 millions d'euros dans l'économie locale. Un UFC Paris. Et donc, c'est vrai que pour l'Arabie Saoudite de se dire un Francis Ngannou qui sur le papier est quand même une star internationale dans le MMA, ou quand tu fais un Israël Adesanya contre Nassourdine Imavov, tu peux, c'est vrai, te dire bon, quand on voit ce qu'un UFC Paris arrive à générer, alors que ça restait l'UFC, il n'y avait pas un push de la part du gouvernement, du ministère des Sports pour que littéralement tout le monde en parle. Je trouve que c'est pas déconnant de se dire qu'à terme, on va faire venir des superstars, on va les faire venir combattre, et t'as les Anglais, les Français, enfin tous les mecs qui vont venir dépenser de l'argent, ils vont aller dans les hôtels, ils vont rester une semaine, ils vont peut-être rester un petit peu plus longtemps ensuite pour découvrir le pays co. Et à mon sens, tu vois, je pense que ça peut être intéressant pour leur avenir au global. Et c'est vrai que l'UFC, généralement, ils font des publications là-dessus, que ce soit dans le New Jersey quand ils font leurs événements en juin, ou même à Las Vegas quand il y a les International Fight Week, et on voit que vraiment, les gens, ils viennent pour les événements, et surtout, ils restent, et à chaque fois, t'as plus de 60% des gens qui regardent les événements qui ne viennent pas de la région où il y a les combats, alors que c'est des régions, à différence de l'Arabie Saoudite, qui sont déjà quand même bien peuplées, où rien que ça, ça suffirait normalement à accueillir, enfin à remplir la T-Mobile Arena par exemple à Las Vegas. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, c'est vraiment de créer une amorce. Mais c'est vrai que ne serait-ce que quand j'avais été donc là pour Nassourdine contre Israël Adesanya en Arabie Saoudite, il y avait aussi donc Cristiano Ronaldo à Al Nasser. C'est vrai que c'est une dinguerie, comme où que tu ailles et quoi que tu fasses, les gens en parlent. Alors qu'il y avait, enfin, a priori, c'était pas un match spécial, tu vois, quand on y est allé, mais tout tournait un peu autour de ça. Et donc, là, c'est encore plus parce que c'est du foot, donc là, on est dans des sphères qui sont encore différentes. Mais effectivement, juste quand tu vois, ne serait-ce qu'un Cristiano Ronaldo, le nombre de produits dérivés, de maillots que tout le monde avait, que tout le monde veut acheter, machin, et que du coup, tu sais que c'est un rendez-vous régulier où tu vas pouvoir voir Ronaldo, etc. Ben ouais, c'est sûr que en débloquant des fortunes comme le fait l'Arabie Saoudite pour plusieurs projets sportifs comme ceux-là concomitants en même temps. Bah, c'est vrai que typiquement là, quelqu'un qui hésite à se dire putain, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire en Arabie Saoudite? Bon, ok, c'est le désert, il n'y a pas grand-chose. Il y a un UFC, ouais, mais c'est tout ce qu'il y a, ouais, c'est un peu chaud. Mais si tu te dis, tu as un UFC, en même temps, tu peux aller voir un petit match de Cristiano Ronaldo Al Nasser, tu te prends un petit un maillot, hein, et puis que tu multiplies comme ça les occasions sportives, bah du coup là, la question se pose moins. Et c'est là, effectivement, où ça prend tout son sens, le fait qu'il dépense autant à perte. Et donc, ça a du sens. C'est juste que, voilà, ils perdent de l'argent, mais ils misent sur le futur, effectivement. Oui. À suivre donc de ce côté-là. Et puis pour Francis, la question qui se pose, c'est aussi son retour au PFL, si retour effectivement il y a. On sait qu'aujourd'hui, le projet de PFL à Afrique lui tient toujours à cœur. J'espère que ça se matérialisera. Surtout que là, ça fait partie des trucs où il y avait Don Davis qui avait répondu à une interview, je crois que c'était sur le site entrepreneur.com. Entrepreneur.
Bref, et donc il avait répondu sur leur site. En gros, il disait ils se considéraient pas vraiment comme concurrents de l'UFC parce que pour lui, le PFL allait là où l'UFC n'allait pas et servait les marchés que l'UFC ne sert pas. Bah vraiment avec l'Afrique, alors que Dana White, on sert envie d'y aller, visiblement il y a des problèmes logistiques, peut-être que l'UFC ne s'y retrouvera pas financièrement, bah t'as l'occasion d'écrire une vraie belle page du sport, et en plus t'as un mec comme Francis Ngannou qui serait, à mon sens, le parfait ambassadeur pour ça, donc vraiment j'espère que pour 2025, ils organiseraient un événement, que ce seront aussi les premiers, parce que bah tu marquerais l'histoire point barre, et puis surtout de trouver un adversaire digne de ce nom pour Francis, parce que avec Renan Ferrari il y avait toute la question de comment va revenir Francis avec le drame qu'il a traversé. Maintenant ça on peut faire check, en fait Francis est toujours aussi effrayant. Tu peux pas te contenter des mecs qui sont dans le roster actuellement. Ouais. Mais bah oui, c'est donc il va falloir qu'il trouve quelqu'un, il va falloir, quitte à faire des règles hybrides comme on en parlait. Bon, visiblement, le Wilder, ça sera en boxe, mais ça aurait pu être un truc hybride au PFL. C'est ce dont il parlait, je crois, à moitié avec Jake Paul à l'époque, ce qui était évoqué, comme quoi Jake Paul peut-être pourrait faire des trucs hybrides. Enfin voilà, en tout cas, on en est là, c'est dans les possibilités, c'est juste que, à la différence du One, qui eux l'ont vraiment fait, ils ont franchi le pas avec Demetrius Johnson, Rod Tank, etc., où c'était des trucs un peu inhabituels et qui sortent de l'ordinaire. Le PFL, bah, que je sache, ne l'a pas fait. Il reste en plus purement dans le MMA, c'est-à-dire que même le Bellator faisait Bellator Kickboxing, etc. Pour l'instant, le PFL, ils font strictement du MMA, dans les strictes règles du MMA. Mais effectivement, pour l'Afrique, ce sera intéressant de voir, mais j'ai l'impression qu'il y a que... Enfin, les États-Unis le font. Par exemple, je sais quand ils vont à Salt Lake City, quand ils vont dans certaines villes en particulier, c'est parce que c'est les villes qui payent à mort. Les pays du Golfe, eux, ils payent, mais encore plus dans des dimensions de fou. Enfin, vraiment, des 20 millions pour des événements, des trucs comme ça. Effectivement, c'est vrai que de la même logique que ce dont on parlait avec l'Arabie Saoudite sur ce qu'ils étaient capables d'engager comme somme, c'est vrai que dans le même esprit de développer le tourisme à certains endroits en particulier ou quoi, s'il y a des endroits particuliers en Afrique et des villes, des capitales qui sont prêtes à débourser autant, effectivement, il y a possibilité que ça se fasse. Mais après, c'est vrai que c'est tellement différent parce que c'est vraiment un univers qui est radicalement différent. Je m'y connais pas, tu vois, mais c'est l'impression que ça me donne. Tandis que les pays du Golfe, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus dans la dimension un peu que le tourisme qu'ils veulent, ou en tout cas ce qu'ils visent, c'est vraiment les marchés occidentaux un peu indirectement. Et je ne sais pas si ce serait le cas de pays en Afrique, là où voudrait peut-être s'implanter le PFL. Mais je sais pas, c'est une question que je pose. Bah parce que c'est le truc qui doit être compliqué à mon avis, c'est que tu te dis aussi à partir du moment où tu commences à gagner des sous de différents endroits du monde, pourquoi est-ce que tu irais gratuitement? Comme tu l'as dit, bah on était au premier Ares au Sénégal et c'est vrai qu'il y avait des challenges logistiques qu'il n'y avait pas dans d'autres endroits, comme ouais. par exemple c'était quoi l'humidité qui avait fait que l'événement avait dû s'arrêter en cours de route, et ils avaient choisi aussi ça parce que, enfin c'était dehors mais parce que ça permettait d'y avoir quand même pas mal de monde qui allait venir aussi, donc il y a toutes ces questions-là, toute la logistique aussi de faire venir le matos de France qui coûtait quand même pas mal d'argent également, donc il y a quand même pas mal de choses avec le fait d'organiser en Afrique qu'il n'y a pas dans d'autres pays du monde, et surtout pour l'instant en tout cas, il n'y a pas cette course, pas à l'armement, mais cette compétition qu'il y a entre Qatar, Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite pour tous avoir leur événement, tous avoir leur ligue, et puis même Bahreïn dans une moindre mesure avec le Brave, où on voit que tous investissent dans le MMA. Là c'est vrai que pour l'instant en Afrique, bon bah t'as la ligue, l'EFC en Afrique du Sud, mais je crois que c'est tout. Je crois que Kamaru Usman il a aussi sa ligue, mais c'est quand même un peu timide et c'est vraiment des degrés moindres. Mais à part ça, pour l'instant, il n'y a rien qui est concrètement développé. Donc je pense que tu as aussi ce truc-là de dire, bon, ok, ça va être cool, mais à quel point est-ce que ça va nous rapporter aussi de faire un événement de ce type? Parce que je crois que même la NBA qui était vraiment investie là-dedans a un petit peu stoppé tous ces investissements pour le moment. Bah, puis après, il y a aussi tout simplement le truc de les pays du Golfe, Qatar, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite. Bah, c'est presque comme s'ils avaient entre guillemets que ça à foutre, enfin, dans le sens... eux, comme ils n'ont pas grand-chose d'autre à proposer en termes touristiques, enfin, c'est pas comme si c'était des pays où tu viens pour, je sais pas, tu vas aux States, tu vas voir le parc du Yellowstone, j'en sais rien. C'est le désert, t'as pas forcément grand-chose à aller voir là-bas, à part ce qu'ils peuvent développer eux-mêmes en termes de tourisme.
Donc c'est vrai que eux, ça a du sens que tous ces dizaines de millions, ils les foutent là-dedans, c'est qu'il n'y a que ça dans lequel ils peuvent investir a priori, des infrastructures et des trucs qu'ils peuvent monter eux-mêmes. C'est vrai que je sais pas quel pays, probablement le Cameroun, probablement le Nigeria, mais visait le PFL et vise toujours le PFL. Mais c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question de se dire, bon, c'est des pays qui, ils ont... Bien sûr, le tourisme, ça aide toujours et c'est un moteur énorme dans une région quand il réussit à être bien installé. Mais est-ce que vraiment ils ont envie de mettre des 10 millions et des 20 millions dans ce genre de choses dont le seul but sera potentiellement de créer, ouais, c'est ça, de créer ce qui se passe au golf, dans le pays des golfs et des machins, c'est-à-dire d'amener des gens potentiellement à voir. C'est vrai que si ça s'installe dans une dynamique où ils développent le sport en même temps à ces endroits-là, là, il peut y avoir un truc, un cercle vertueux incroyable. Si c'est juste dans un objectif de tourisme un peu sec comme ça, à voir si ça vaut le coup et s'ils le feront et s'ils veulent investir, quoi. Et s'ils ont une logique de rentabilité économique, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois, entre les pays comme Arabie Saoudite où c'est 20-25 millions et que là, comme on l'a dit un peu plus tôt dans le podcast, ils s'en foutent de la rentabilité immédiate, il n'y a pas de souci. Par contre, par exemple, New Jersey ou Sydney, ils vont payer entre 3,5 et 4,5 millions. Parce que là, ils pèsent beaucoup plus le pour et le contre. Toutes les analyses de 33,3 millions dans l'économie, vous inquiétez pas qu'ils les ont demandé à l'UFC, qu'ils ont demandé tous les rapports récents. Ils se sont dit, bon ok, si on arrive à faire ça, le mec qui reste ici, en moyenne, il y a 40%, il y a 60% des gars qui ne viennent pas de la région, on va rentrer dans nos frais, ça va être ok. Et puis il y a aussi tout un rapport et il y avait d'ailleurs eu un article, plusieurs articles qui étaient sortis là-dedans parce qu'en gros le New Jersey c'est pas c'est entre guillemets les États-Unis, c'est un endroit où les gens sont élus pour financer tout ça. Donc il y avait aussi des articles pour dire bon, des gens qui sont élus pour tant d'années ont décidé de financer l'UFC, donc vous devez rendre des comptes après. Alors que l'Arabie Saoudite, bon, les 25 millions, il n'y a personne qui va leur dire pourquoi est-ce que vous avez mis cet argent ici. Ouais, c'est clair. Oui, c'est ça. C'est comme là-bas, de toute façon, tous les moyens sont bons pour essayer de développer cette économie du tourisme. En réalité, oui, il n'y a pas de problème s'ils déballent des 20 millions. Je sais pas si tu me vois, là, tu es passé en 1 frame par seconde de mon côté en tout cas. Ah, je te vois parfaitement. Ah super. Bon, c'est le plus important. Mais oui, non, effectivement. Du coup, je me suis moi-même perdu. Il s'est lui-même perdu. Mais revenons à nos moutons. Francis, bon, j'espère quand même qu'on pourra le voir. Ce serait pas le truc le plus fou. J'y crois absolument pas. C'est pas le truc le plus fou qui revienne à l'UFC à la fin des fins. Je n'y crois pas. C'est pour ça que j'ai attendu en plus la fin du podcast pour éviter de me faire insulter. Ce serait pas incroyable qu'il revienne à l'UFC qu'il affronte le vainqueur de Aspinall John Jones? Ce serait. Allez. Mais posons-nous dans ce monde parallèle qui n'existe pas, mais ce serait incroyable. Tu penses pas? Parce que moi, ce que je me dis, c'est que Francis, il voulait faire quoi? Il voulait être libre, il voulait faire de la boxe. Francis, 39 ans cette année quand même. Il devrait normalement faire un nouveau combat de boxe cette année, probablement contre Deontay Wilder, en tout cas, avoir son dernier gros poisson. Il a déjà affronté Joshua, il a affronté Tyson Fury, avec des succès différents. Je pense que tu vois, ça peut pas continuer ad vitam, et puis à un moment donné, t'es rattrapé par ton physique. Est-ce que une fois que t'as fait tout ce que t'avais envie de faire, que t'as pris la ceinture du PFL, ce serait pas beau d'aller boucler la boucle à l'UFC en tapant le meilleur du monde ou celui qui est vu comme le roi bis avec toi, et là t'as plus rien à faire après? Parce que ce que je me dis aussi, c'est que Francis, raisonnablement, combien de combats il lui reste? Si tu vois, il avait 10 ans de moins, je pense que la question serait différente et vraiment, ce serait impossible qu'il revienne à l'UFC parce que t'as trop d'activités. Là, je me dis, en vrai, même si l'UFC, ils font la classique, à savoir, bon Francis, si tu reviens chez nous, là, on va faire en sorte que tu restes bien, on te prolonge pour 8 combats, 12 combats. De toute façon, il les fera pas, ces combats-là. Donc autant, tu reviens à l'UFC, tu prends la ceinture, t'es une légende ad vitam, tu prends le sponsoring, puis basta. Et puis tu viens en mode Men in Black avec le petit truc pour faire oublier à Dana White, Hunter Campbell, tout ce qui s'est passé dans les négociations précédentes. Oui, mais comme dirait ce mème dont j'ai oublié l'origine, mais c'est pas toi qui décides. Parce que le problème de tout ça, c'est que tout ça c'est bien beau, mais tout ça c'est ce que veut Francis.
En réalité, l'UFC, ils ont bien vu le nombre de pay-per-view vendus. Alors, on peut nous dire l'Arabie Saoudite, ils s'y sont retrouvés, peut-être machin. Bon, enfin, ils s'y sont pas retrouvés, mais en tout cas, ils ont payé, ok. Je vois pas un monde où l'UFC et Dana White et tout ça, au-delà d'être rancunier, froidement, je vois pas un monde où ils disent ok, donc là, il y a ce gars-là qui a pris le KO contre Anthony Joshua, donc son image n'est quand même pas la même qu'avant. On voit bien qu'il n'y a pas de traction spécialement sur les réseaux sociaux et que plus personne ne parle de et alors Quel salopard, Ngannou dans quel Aspinall John salopard. Jones. Aspinall John Jones. Donc les gens ont un peu oublié, si on regarde la traction que ça n'a plus sur les réseaux sociaux. Il ne vend pas spécialement. Alors, on a dit, c'est vrai que les pay-per-view, c'était plus aussi intéressant qu'avant. Et si jamais l'UFC faisait un deal avec Netflix et que donc Netflix Cameroun, l'UFC voulait le développer, ah bah alors là, par contre, ça peut être un peu différent, effectivement. Mais enfin, si on n'est pas dans ce monde-là, je pense que là, l'UFC n'a plus forcément d'intérêt à prendre quelqu'un qui, quand il est parti, il était sur une sacrée dynamique, mais là, voilà, il a gagné en MMA, mais c'était contre Renan Ferra, qui est quand même très dangereux, mais il a perdu devant je ne sais combien de millions de personnes avant ça contre Anthony Joshua, ce qui a quand même pas mal écorné son aura. Donc, il a plus l'aura qu'il avait avant. Il ne vend pas beaucoup. Il n'intéresse plus trop visiblement, à part nous, parce qu'on est francophone. Je sais pas si l'UFC aura envie de faire l'extra step, d'autant plus que visiblement, il a filé de l'urticaire à Dana White. Bah oui, voilà, c'était juste un rêve, il nous ramène à cette dure réalité. J'ai pas le choix, Ouais, j'ai pas non. le choix, tu me laisses pas le choix. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, le seul truc, c'est éventuellement... Non. Bah, j'étais en train de me dire, c'est vrai que l'UFC, on en parlait dans ce sujet de la pénurie de stars, qui devient quand même réelle, là, actuellement, hein, outre-Atlantique, ils en parlent pas mal, c'est que, au regard de ce qui s'est passé avec Alex Pereira, Thomas Aspinall contre John Jones, c'est le dernier... et Islam Makhachev contre Ilia Topuria, mais Aspinall John Jones, chez les heavyweights, j'ai l'impression que, tu vois, pour les 2-3 prochaines années, c'est vraiment le plus gros truc que tu vas avoir, parce que Cyril, à mon avis, il va lui falloir un autre combat avant de revenir. En tout cas, j'ai pas l'impression que le côté Cyril en bombe, troisième title shot dans l'immédiat, il y ait une vraie traction. Et donc à part ça, et quand tu regardes les autres contenders, Almeida on en parle, enfin c'est l'éternel espoir qui n'a pas confirmé contre Curtis Blades, et tout le reste du ranking, c'est des gars qui sont déjà pris des stops, soit par Cyril, soit par Aspinall, et puis voilà. Donc pour moi très compliqué, même pour l'UFC de se dire on va réussir à faire rêver dans les 2 prochaines années chez les heavyweights. Sauf si toi t'as un nom dans les gars qui arrivent, mais j'ai pas l'impression, tu vois, qu'il y ait particulièrement de gars pour Aspinall. Et bon, ça risque d'être un peu compliqué pour l'UFC, je pense. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais je pense qu'il préfère être dans cette situation plutôt que d'avoir Francis Ngannou de nouveau. Ah ouais, bah parce que en plus il y a aussi ce truc là qui est, j'en mets une petite pièce hein, dans la raison, c'est que ça enverrait à nouveau un très très mauvais signal, à savoir Ouais. vous pouvez aller faire vos millions et ensuite tranquillement vous revenez pour avoir finalement le gros combat qu'on vous proposait. Je veux dire, il y a déjà 2, enfin Francis au moment où il est parti, le combat dont tout le monde rêvait c'était Francis contre John Jones. 3 ans après, c'est toujours Francis contre le vainqueur de John Jones, Thomas Aspinall. Bah ouais. Donc bon. Donc bon, ça fait pas beaucoup. Après, on peut être surpris, hein, mais ça fait pas beaucoup de pièces sur la balance du côté de l'UFC, quoi. Non, on n'a jamais. Historiquement, est-ce qu'on a déjà eu des exemples, ça, de gars avec lesquels la séparation s'était vraiment mal passée et publiquement, on était au courant que ça n'allait pas du tout, et finalement, les mecs sont revenus à l'UFC. Georges Saint-Pierre, mine de rien, non? Bah, il était toujours sous contrat. Ouais. Nate Diaz? Nate Diaz, je sais pas si. Je sais pas, parce que j'ai pas l'impression que Dana White lui avait envoyé des bastos particulières. Et Georges Saint-Pierre, c'était plus sur le côté. Enfin, il était plus déçu et dégoûté que Georges Saint-Pierre parte après la défaite contre Johnny Hendricks, mais j'avais pas l'impression que personnellement il y avait des problèmes entre les deux. Bah, Georges Saint-Pierre avait quand même été assez subtilement mais vocal sur le fait que vraiment la Dana White, enfin pas Dana White peut-être personnellement, mais que l'UFC l'avait vraiment bloqué et avait volontairement bloqué ses volontés de combattre certaines personnes et dans certaines conditions. Sinon, non. Ouais, non, là tout de suite, j'ai pas l'impression. Il y a eu, là, on a beaucoup d'exemples de gens qui sont partis de l'UFC et qui Oui. sont revenus ensuite, mais
Ouais. Il y a Mais- Kevin Lee qui avait à un moment donné, qui était parti de l'UFC en disant qu'il était très content parce que enfin il était libéré de ses contrats qui étaient des contrats absolument terribles pour les combattants et qui les maintenaient enchaînés, etc. Il était parti en disant ça et il est revenu quelques mois plus tard. C'est le seul. C'est le seul. Mais du côté de l'UFC, il n'y avait pas eu de bastos particulière à envoyer. Donc, si vous Non. avez des exemples, n'hésitez pas, parce que là, notre mémoire nous fait défaut. En tout cas, Rusty, My Sweet Pea, moins 30%. Ça ne nous fait pas défaut. Moins 30% minimum, surtout My Sweet Pea avec le code la sueur. Et puis, holy moly. Révolution dans les boissons énergisantes. Thé glacé, boisson de réhydratation, milkshake. Pour votre première commande, code la sueur 5 5 euros. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%, c'est.